je vous ai envoyé dans l'invitation, donc nous allons voir un nouveau cours. Donc, c'est le cours, le cycle, ça s'appelle le cycle de vie. Donc, le cycle de vie, finalement, il décrit les étapes par lesquelles on doit passer pour réaliser un logiciel quelconque. Donc, ce sont des étapes, quelle que soit la méthode ou bien le modèle de cycle de vie que vous allez utiliser, vous allez passer par toutes ces étapes. C'est-à-dire que le cycle de vie, finalement, il décrit les étapes par lesquelles on doit passer pour réaliser un logiciel. Maintenant, dans le cours numéro 4, nous allons voir, si vous voulez, un autre cours, si vous voulez, aspect de la réalisation des logiciels. Ça s'appelle les modèles de cycle de vie. Donc, parmi les modèles, vous avez le modèle en cascade, le modèle en V, etc. Ce sont des modèles qu'on pourra appliquer pour réaliser le logiciel. Dans chacun des modèles, on va réaliser ou bien on va suivre les étapes du cycle de vie. Donc, justement, aujourd'hui, on décrit quelles sont ces étapes par lesquelles on doit passer pour réaliser ce cycle de vie. Donc, il y a des étapes par lesquelles, que vous connaissez déjà. Vous connaissez, il y a une étape particulière qu'on appelle la conception. Vous allez concevoir si vous voulez, votre logiciel. D'accord? L'étape de codage, ou bien l'étape, si vous voulez, de programmation du logiciel. D'accord? Voilà, donc je vais vous faire le diaporama, comme ça vous allez voir mieux. Voilà, donc comme je vous ai dit, donc aujourd'hui c'est le cours numéro 3 relatif au cycle de vie. Donc, on va voir le cycle de vie, on va définir le processus, on va définir le processus de développement parce que finalement, réaliser un logiciel, c'est suivre un processus de développement. Donc, dans ce processus de développement, on va appliquer des activités ou bien on va suivre des activités. On va définir c'est quoi les activités d'un processus ou les activités courantes qu'on suit lorsqu'on réalise un logiciel. Donc, parmi les activités, on définit la faisabilité, la spécification, la conception, pardon, la conception, donc qu'elle soit conception générale, architecturale ou détaillée. On va mesurer, on va décrire c'est quoi la qualité de la conception, l'implantation, bien l'implémentation, bien le codage, l'intégration du logiciel dans l'environnement réel de son déploiement, la validation après intégration de ce logiciel. Et une fois utilisé, on va valider ce logiciel et puis la maintenance dont on a déjà parlé auparavant. Donc, les étapes, le cycle de vie, c'est quoi? C'est le développement du logiciel et l'évolution du logiciel. C'est ça le cycle de vie. C'est-à-dire que là, je vous ai montré la dernière fois, si vous voulez, le cycle de vie d'un logiciel. Donc, on commence par son étape de développement. Et puis là, une fois qu'il a été développé, mis en œuvre et intégré dans l'environnement d'utilisation, donc il va passer par une étape d'évolution. Donc, il va évoluer. Donc, les développements et l'évolution, ce sont deux grandes phases du cycle de vie d'un logiciel. Donc, elles sont réalisées sous forme de processus. Donc, des processus, ce sont des traitements, si vous voulez. Donc, on va définir le processus. Qu'est-ce que c'est? Donc, le processus, c'est un ensemble d'activités qu'on réalise dans le processus. C'est comme si vous avez le processus, c'est un programme. Et dans le programme, vous trouvez un ensemble d'instructions. Donc, pour un logiciel, le programme, ça s'appelle le processus. Le processus. Et à l'intérieur de ce processus, on trouve un ensemble d'activités. Donc, ces activités, elles doivent être coordonnées. Donc, il ne faut pas intégrer n'importe quelle activité. Donc, il faut qu'il y ait une certaine cohérence et une coordination entre les différentes activités. Elles doivent être régulées. Donc, elles doivent être ajustées d'une certaine façon et ordonnées en partie. Quel est le but de faire tout ça? C'est pour créer un produit qui est le logiciel. Donc, dans le contexte du GL,
Notre produit, ce n'est pas n'importe quel produit, mais le produit, c'est le logiciel. Donc, le processus, en particulier, si on parle de processus, le processus de développement, c'est l'ensemble d'activités qui sont enchaînées. Donc, il y a un ordre d'enchaînement entre ces activités-là et il y a la manière de les enchaîner. Donc, qui définissent tout ça, les étapes d'un développement. Ça définit les étapes d'un développement. Donc, parmi les activités d'un processus, donc le processus de développement d'un logiciel. Donc, on est bien d'accord qu'on est dans le contexte de développement d'un logiciel. Donc, parmi les activités d'un processus de développement d'un logiciel, nous avons des entrées. Donc, pour définir une activité, il faut définir ses entrées, ses sorties, et on définit la description, on donne la description de l'activité. C'est-à-dire, on doit répondre à quoi, qu'est-ce qu'on va faire, quel est le problème à traiter, etc. Donc, on peut faire intervenir dans cette activité des rôles et des intervenants. C'est-à-dire, qui va faire ça et qu'est-ce qu'il va réaliser. Et on peut donner donc les références à certains standards ou bien à certains normes qu'on a utilisés pour réaliser l'activité. Donc, finalement, l'activité, comment on va la schématiser? Nous allons schématiser l'activité sous la forme suivante. Donc, nous avons en entrée, donc ici, on va définir quelles sont les entrées, on va définir qu'est-ce qu'on aura en sortie, et ici, à l'intérieur, on définit le nom de l'activité, on va décrire qu'est-ce qu'elle fait, cette activité, et comment. Si on utilise des guides et des standards, il faut les spécifier dans ce comment. Donc, les activités courantes d'un développement, du processus de développement d'un logiciel. Donc, d'abord, c'est l'étude de faisabilité. Donc, c'est étude préalable qu'on appelle la faisabilité. Vous avez la spécification, donc spécifier. Vous avez la conception, le codage, ou bien l'implémentation, ou bien l'implantation. Ensuite, vous avez l'intégration, c'est-à-dire intégrer le produit qui est logiciel dans l'environnement réel de son utilisation. Ensuite, après utilisation, il faut valider toutes les étapes du logiciel ou bien toutes les fonctionnalités du logiciel. Ensuite, et au fur et à mesure, durant le cycle de vie du logiciel, il faut lui appliquer la maintenance. Donc, là, il faut maintenir le logiciel tout au long de son cycle de vie jusqu'à ce qu'il soit obsolète. Dans ce cas-là, le logiciel va mourir, si vous voulez. C'est la dernière étape de cycle de vie du logiciel. Donc, commençons par l'activité de la faisabilité. N'oubliez pas ici, lorsque vous allez traiter le projet que je vais vous donner, vous allez suivre toutes ces étapes-là, du moins la majorité. Donc, l'étude de faisabilité, la spécification, la conception, peut-être pas le codage, mais peut-être il faut spécifier quelques aspects, par exemple de la maintenance, ou bien il faut, par exemple, dire un mot sur comment on va intégrer le logiciel, etc. Donc, la première activité, c'est l'activité de faisabilité. Donc, en entrée, quelles sont les entrées? C'est-à-dire, on va se demander, on a un problème à résoudre, objectif à atteindre. C'est celui de réaliser, par exemple, un logiciel, par exemple, de la gestion du personnel. Donc, notre problème, c'est concevoir, réaliser un logiciel de gestion du personnel. Donc, c'est le problème à résoudre. Donc, on voudrait atteindre cet objectif. C'est celui de programmer ou bien d'implémenter ce logiciel-là. Donc, pour réaliser ce logiciel, donc on va faire un petit peu une analyse de faisabilité de ce logiciel. D'abord, on va se dire pourquoi on va réaliser ce logiciel. Donc, supposons votre client, c'est une entreprise, ils viennent chez vous en tant qu'éditeur de logiciels et vous disent on voudrait faire un logiciel gestion du personnel. Donc, d'abord, en tant qu'éditeur, vous allez leur poser la question, mais pourquoi vous voulez faire ce logiciel? Ils vous disent, parce qu'on n'a pas un logiciel déjà développé, parce qu'on trouve des difficultés, par exemple, pour faire la gestion du personnel, le nombre de dossiers à traiter est énorme, on n'arrive pas, par exemple, à suivre la carrière de chaque employé, etc. Donc ça, c'est une bonne raison pour vouloir faire un logiciel.
Maintenant, ils peuvent vous dire, on a déjà un logiciel, mais à chaque fois, il bug. Donc, l'étude de faisabilité, c'est de leur dire, est-ce qu'il n'y a pas de meilleure alternative? Pourquoi vous voulez réaliser un nouveau? Peut-être qu'il faut maintenir l'ancien. La maintenance de l'ancien logiciel suffit. Donc, finalement, l'étude de l'activité faisabilité, c'est de définir pour la vraie raison pourquoi on veut créer un nouveau logiciel ou bien produire un nouveau produit qui est logiciel. Donc, dans cette faisabilité, activité de faisabilité, on se pose pas mal de questions. Pourquoi on va développer? Si on décide de développer, comment on va le faire? Comment on va le développer? Par exemple, s'il n'y a pas de client, par exemple, l'éditeur veut développer au départ un logiciel qu'il va vendre plus tard à des clients probables. Donc, il va se demander est-ce qu'il y aura sur le marché des clients à qui je pourrais vendre le logiciel? Donc, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a une meilleure alternative? Ce n'est pas de développer, mais plutôt, par exemple, utiliser des logiciels open source que je pourrais améliorer pour vendre plus tard. Si je décide de développer le logiciel, donc quels sont les moyens que je devrais avoir pour pouvoir le développer? Donc, en termes de moyens, on fait référence au budget. Donc, est-ce que j'ai l'argent qu'il faut pour pouvoir développer? Est-ce que j'ai la compétence en termes de personnel, donc le personnel compétent qui me permettra de développer correctement le logiciel? Et le matériel, est-ce que je dispose du matériel nécessaire pour pouvoir développer? Donc, la réponse à toutes ces questions, c'est l'activité de faisabilité. Donc, maintenant, quand j'aurai répondu à toutes ces questions, j'aurai abouti à, parce que vous avez ici l'entrée, on doit avoir une sortie. La sortie, c'est la prise de décision. Prise de décision, c'est quoi? Oui, je réalise le logiciel. La réponse aux questions m'a permis de dire à la fin, oui, je réalise le logiciel, ou bien non, c'est pas possible de le réaliser. Au milieu, entre l'entrée et la sortie, vous avez ici la description de l'activité. Donc, la description de l'activité, c'est étudier préalablement ou bien étude faisabilité. Donc, je vais décrire. Donc, étudier la faisabilité du projet, ses contraintes techniques, coût, temps, qualité et les alternatives possibles. Donc, dans le projet que vous allez faire, c'est la première étape que vous devez me faire dans le rapport, étude de faisabilité. Donc, ici, on avait dit la description de la sortie prise de décision. Oui, on va faire, oui, on ne va pas faire. Donc, la prise de décision peut être non, on abandonne le logiciel parce que ce n'est pas intéressant de le développer, ou bien, oui, on le développe. On le développe. Dans ce cas-là, on se dit quelles sont les méthodes, les outils, les techniques qu'on va utiliser, qu'on va déployer pour produire un logiciel. Mais pas n'importe quel logiciel, avec les contraintes qui soient de qualité, avec moindre coût. Donc, on va maîtriser le coût et on va essayer de maîtriser les délais. Ça, c'est important. Est-ce que vous arrivez à me suivre, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, voilà. Oui. Voilà, donc on a terminé cette étape étude de faisabilité. Maintenant, vient l'étape la plus importante qui est la spécification. Donc, la spécification, c'est la réponse à la question quoi. La réponse à la question quoi. Quoi, qui, comment, etc. Donc, toutes les réponses à ces questions-là. Donc, ici, en entrée, vous avez un client qui a une idée de ce qu'il veut. Donc, par exemple, exigence, besoin, etc. Spécification, etc. Il a des besoins, il a des exigences. Il sait ce qu'il veut, par exemple. Ou bien totalement, ou bien partiellement. Donc, des fois, le client ne connaît pas exactement ce qu'il veut dans sa totalité. Donc, au fur et à mesure du développement, il rectifie un petit peu ses besoins, donc il les ajuste selon ce qu'il voit sur le terrain en termes de logiciels semi-développés. Donc, dans cette étape de spécification, donc il faut répondre à la question quoi. Donc, on doit répondre à la question que doit faire le logiciel. On détermine exactement les fonctionnalités que le logiciel doit réaliser. Donc, toutes les fonctionnalités ou bien tous les besoins auxquels on doit répondre.
Donc, on doit répondre aussi quelles sont les méthodes qu'on va utiliser, c'est-à-dire comment s'assurer qu'il le fait. Donc, on répond à cette question. Et comment s'assurer qu'on va développer le bon logiciel à la fin. Donc, ce sont des questions auxquelles on doit répondre dans cette phase dans cette activité de spécification. Donc, si je décris cette activité de spécifier ou bien spécification, donc c'est décrire ce que doit faire le logiciel en termes de comportement sous forme d'une boîte noire. Pour l'instant, je n'ai pas de logiciel, donc c'est juste, je suis en train de le décrire et mon logiciel, il est sous forme d'une boîte noire. Donc, je vais décrire comment vérifier en boîte noire que le logiciel fait bien ce qui est exigé pour lui. Voilà, donc en sortie, on aboutit au cahier de charge du logiciel, c'est-à-dire les spécifications du logiciel. Donc, dans ce cahier de charge, on spécifie les besoins. Donc, dans ce cahier de charge, on trouve deux choses. Les besoins qui ont été listés auparavant, qui sont ceux-là, donc tous les besoins et les exigences, et on va essayer de les exprimer avec des moyens tels que des diagrammes d'UML pour aboutir à l'ensemble des spécifications de ces besoins. Voilà, donc le cahier de charge du logiciel spécification des besoins, il peut être exprimé en texte, avec d'autres diagrammes, ou bien sous forme de diagrammes de cas d'utilisation. Donc, on va utiliser des pour pouvoir exprimer le spécification des besoins. Donc, il faut noter aussi que, par exemple, si je décris fidèlement les besoins, donc les exigences ou bien les besoins, donc je garantis peut-être à plus de 80% la réussite du projet. Parce que je démarre de quelque chose qui est correct, qui a été bien établi. Donc, mais les besoins, le problème dans la spécification des besoins, c'est que les besoins du client sont en général imprécis et changeants. Donc, au départ, il ne me donne pas quelque chose de précis. Et le problème, c'est que le client peut changer au fur et à mesure d'avis. Donc, ça veut dire mes besoins, ils ne sont pas stables. Donc, la solution, comme on a vu la dernière fois dans le cours, donc il faut figer, on a deux solutions. Ou bien figer les besoins du client tout à fait au départ du développement du projet logiciel, ou bien on peut tolérer les imprécisions et les changements le long du développement. Et on avait dit la dernière fois que ces deux façons de faire, ce sont deux pratiques qui sont utilisées dans le génie logiciel pour solutionner le problème de l'imprécision et du changement des besoins du client. Donc maintenant arrive l'étape de conception. Donc je prends une spécification et je vais concevoir. Donc comment concevoir? C'est organiser le logiciel pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Donc je vais faire une certaine organisation du logiciel. Cette organisation, elle peut se faire sous forme de modules, sous forme de diagrammes de composants, etc. Et je vais m'assurer qu'il est organisé tel qu'il doit faire ce qu'il doit faire. Donc ça veut dire que je vais essayer de tester avec des petits moyens comme ça pour voir est-ce que ce que j'ai organisé réellement va répondre à ce que j'attends réellement de lui. Donc pour cela, je vais me répondre à la question, quels sont les choix techniques pour cela, pour faire cette conception. Donc finalement, l'activité de concevoir ou bien de conception, c'est organiser le logiciel afin qu'il puisse satisfaire les exigences de la spécification. Donc à la sortie de cette activité, j'aurai pris la décision, donc j'aurai décrit des décisions de conception et procédures de test. Ça veut dire que j'aurai schématisé mon logiciel sous forme de diagrammes de composants, ou bien des diagrammes de package, ou bien j'aurai organisé mon logiciel sous forme de modules interconnectés d'une certaine façon, qui coordonnent, coopèrent en vue de réaliser toutes les fonctionnalités du logiciel futur. Donc, dans la conception, je retrouve deux phases de conception. Une conception qu'on appelle architecturale et une autre qu'on appelle détaillée. Donc, architecturale, donc ça veut dire que je vais organiser mon système ou bien mon logiciel sous forme de sous-système. Le sous-système, ça peut être
des modules, ou bien des composants, etc. Je vais essayer d'organiser les interfaces de mon logiciel, comment je vais les concevoir. Et je vais mettre en place tous les liens entre ces sous-systèmes, ou bien ces composants et les interfaces. Donc, en sortie, j'aurai une description de l'architecture du logiciel. Maintenant, existe un exemple, donc un exemple de cette conception architecturale. Donc, vous voyez ici, j'ai fait ma conception du logiciel sous forme de modules. Donc, dans mon logiciel, j'ai par exemple plusieurs modules, en l'occurrence 1 jusqu'à 6. Donc, le module, par exemple, 1 communique avec le module 2, avec le module 3. Le module 2 communique avec le module 3. Le module 2 communique aussi avec le module 4. Le module 4 communique avec le module 3. Le module 5 communique avec le 3 et le 6. Et le module 6 communique avec le module 1. Donc, nous avons organisé notre logiciel sous forme de modules. Donc, ce sont nos différents sous-systèmes. Et les modules communiquent d'une certaine façon avec les uns aux autres. Voilà. Donc, la conception détaillée, c'est quoi? C'est prendre notre conception architecturale et la détailler beaucoup plus. Donc, ça veut dire qu'il faut détailler les fonctions des composants, bien des modules, définir qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre en place comme test unitaire pour pouvoir tester chaque module. Est-ce qu'il fait correctement le travail? Madame, Oui, madame, je vous oui. demande pardon. Module. Qu'est-ce que vous voulez dire par module, madame? Module. Donc, par exemple, si j'ai un programme, attendez, euh, j'arrive ici. Voilà, donc j'arrive là. Par exemple, j'ai un programme. C'est comme vous avez eu l'habitude, par exemple, lorsque vous écrivez un programme, le programme principal, si vous voulez. Et dans ce programme principal, vous faites le calcul, par exemple, vous programmez plusieurs fonctions et procédures. Donc, les différentes fonctions et procédures, ce sont les modules de votre programme principal. Je ne sais pas si j'ai apporté l'analogie. Par exemple, vous avez un programme qui va faire la résolution d'une équation du second degré. Donc, pour pouvoir résoudre ça, on a besoin de calculer un discriminant. Et on a besoin, une fois calculé, on a besoin de calculer les solutions possibles après avoir obtenu ce discriminant. D'accord? Si le discriminant est négatif, on dira qu'il n'y a pas de solution. S'il est positif, il y a deux solutions possibles, x1, x2. Si le discriminant est égal à 0, il y a une seule solution. Donc, on suppose que le programme de résolution de l'équation du second degré, il est partagé en deux, si vous voulez, en trois modules, si vous voulez. Dans le module du programme principal, donc il va faire la lecture des valeurs A, B, C. Et puis, il va faire l'appel à la première fonction. Cette première fonction, cette première procédure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le calcul du discriminant. Ensuite, elle va rendre la réponse au programme principal, donc au premier module, qui est le programme principal. Ensuite, le programme principal va appeler la deuxième procédure, qui est le calcul de la solution de l'équation. Donc, le calcul de la solution de l'équation, il lui donne en entrée la valeur du discriminant, le delta, le fameux delta. Donc, ensuite, une fois qu'il calcule, il va rendre la réponse au programme principal. Donc, tu vois bien que notre programme, ou bien notre petit logiciel de calcul de la solution d'une équation du second degré, il est partagé en trois modules. Le module du programme principal, le module du calcul du discriminant et le module de calcul des solutions possibles de l'équation. Donc, voilà ce que je veux dire par module. Ce sont des traitements, ce sont des petits programmes qui réalisent un certain traitement cohérent. Est-ce que tu m'as compris? Oui, madame, merci. Voilà. Donc, on imagine bien que dans un logiciel, les modules, ils sont pas aussi simples que la résolution d'une équation du second degré. Par exemple, si je prends que le logiciel de gestion du personnel, un des modules peut être le module suivi de la formation du personnel. Un autre module
c'est par exemple suivi dossier de retraite. Le troisième module, c'est suivi de la paye. Donc, vous voyez bien, quand il y a une absence d'un personnel, donc il y a un module qui doit alerter un autre logiciel comme quoi la paye doit être recalculée selon le cas, etc. Donc, tous les modules qui sont interconnectés, ils sont interconnectés en vue de réaliser un traitement global qui est la gestion du personnel. Mais chaque partie ou bien chaque module s'occupera d'un aspect bien particulier de cette gestion du personnel. Voilà, donc ici, la conception détaillée, on a dit qu'il faut un petit peu rentrer dans le détail de chaque élément de la conception architecturale. Donc, on va définir toutes les fonctionnalités en détail de ce composant. Donc, c'est comme si vous avez le module. Au départ, vous l'avez décrit de façon globale et vous avez dit qu'il va faire ceci et cela. Ensuite, lorsque vous arrivez à la conception détaillée, vous allez donner l'algorithme, si vous voulez, ou bien l'algorithme, les phases de ce module. Par exemple, si je prends le cas du discriminant, au départ, on avait dit appel de la procédure discriminant. Ça, c'est la conception architecturale. Et quand j'arrive à la conception détaillée, je définis exactement l'algorithme pour le calcul du discriminant. Donc, c'est la description détaillée. Et je définis, par exemple, quels sont les moyens pour tester ce petit programme ou bien ce petit algorithme. Donc, pour faire un petit peu la trace, je vais faire la trace de cet algorithme. Et je définis, par exemple, les structures de données, les algorithmes. Donc, on avait dit il faut écrire les algorithmes et les structures de données que je vais utiliser. À la sortie de cette phase, donc je vais obtenir un dossier détaillé, complet, sur la conception détaillée et les tests unitaires du logiciel. Donc maintenant, quand je fais une conception, donc cette conception elle est soumise à un critère qu'on appelle le critère de qualité. Donc une bonne conception, ça donne une qualité meilleure pour le logiciel. Et une mauvaise conception, donc ça induit impérativement et de façon négative sur la qualité du logiciel. Donc la première qualité à laquelle il faut veiller, si le logiciel est maintenable. Si je fais une conception qui me régit un logiciel qui n'est pas maintenable, ce n'est pas une bonne conception. Mais il faut que j'arrive à la réponse pour cette question, à une réponse positive. Donc, je me dis, j'ai fait une conception de qualité parce que mon logiciel, il est maintenable. Pour qu'il soit maintenable, il faut que je maximise la cohérence à l'intérieur des modules ou bien des composants et je minimise le couplage entre les modules ou bien les composants. Donc, si je vois... Quel est ce couplage, madame? Comment? Donc, il faut maximiser la cohérence. On va faire un exemple. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. Maximiser la cohérence et minimiser le couplage. Donc, il faut Qu'est-ce que ça veut dire couplage, madame? Comment? Le couplage, qu'est-ce que ça veut dire? On va donner un exemple. Regarde, il y a un exemple, tu vas comprendre. D'accord? Donc, cette règle d'or, si vous voulez, dans le génie logiciel, il faut absolument la retenir. Couplage, il doit être faible, mais la cohérence, elle doit être forte. Donc, si j'arrive à réaliser ce paradigme ou bien ce concept dans la conception de mon logiciel, quels sont les effets immédiats sur ce logiciel? Mon logiciel, il devient extensible. Donc, ça veut dire que je peux l'étendre facilement sans apporter trop de modifications dans les modules déjà programmés, déjà réalisés. Il devient réutilisable. Pourquoi? Parce que les modules, ils ne sont pas très liés l'un à l'autre. Donc, il y a un faible couplage entre les modules. Donc, j'arrive à réutiliser une partie de ce logiciel dans un autre logiciel ailleurs. Donc, je n'ai pas besoin de reprogrammer. Donc, j'aurai des éléments, des modules ou bien des composants qui peuvent être réutilisés facilement. Donc, pour cela, donc, si je veux avoir un logiciel qui soit expansible, qui soit réutilisable, donc je dois veiller absolument à ce que le couplage soit faible. Donc, les modules ou bien les composants sont faibles, doivent être faiblement couplés, mais ils sont fortement cohérents, donc à forte cohérence. On prend un exemple. Voici un exemple de couplage. Donc ici, parce que ici, vous avez le couplage, il doit être faible, mais la cohérence, elle doit être forte.
Donc, prenons l'exemple sur le couplage faible. Voici un exemple de couplage. Donc, voici un premier scénario. Là, vous voyez le couplage, il est fort. Et un deuxième scénario, là où le couplage, il est faible. Donc, la différence entre celui-là, ce premier scénario et ce deuxième, c'est qu'on voit bien que dans le premier, il y a beaucoup de flèches entre le module. Donc, les flèches font que les modules, ils sont hyper connectés. Donc, il n'y a pas moyen, par exemple, d'apporter une modification sur un module sans toucher la majorité des autres modules. Par exemple, si je veux modifier le module A ou bien le module 3. Donc, prenons la modification du module A. Si je veux modifier le module A, je suis obligé d'aller modifier le module 2 parce que le module 1 communique avec le module 2. Et je dois apporter aussi des modifications sur le module 3. Donc maintenant, si je modifie le module 2, il est obligé d'aller toucher le module 4 parce qu'il est interconnecté au module 4. Et si je touche au 3, je dois aller, si vous voulez, donc ici, le module 2 aussi, je dois aller vers le module 3. Maintenant, quand je touche le module 4, je dois aller aussi modifier le module 3 et je dois aller modifier le module 5. Si je touche au 5, je dois aller modifier le module 6. Et si je touche au module 6, je dois aller modifier le module A. Donc, vous voyez un peu les modifications que je dois apporter lorsque je suis obligé de réaliser une mise à jour ou bien une modification sur le module A. Donc, j'ai touché la totalité des autres modules en termes de maintenance. Maintenant, prenons l'autre exemple, un deuxième scénario. Par exemple, je modifie le module A. Si je modifie le module 1, je suis obligé d'aller toucher le module 2. Et je serai obligé d'aller toucher le module 4 et ensuite le module 3 et c'est tout. J'arrête. Donc, vous voyez bien qu'en termes de maintenance, j'ai moins de maintenance à apporter dans ce schéma. Donc, ça veut dire ici, les modules ou bien les composants ne sont pas très, très liés. Ils sont en couplage faible. Couplage, ça veut dire lorsqu'un module est connecté à un autre module. C'est ça le couplage. Donc, c'est les fameuses flèches. Donc, j'ai un couplage faible. Donc, si j'ai un couplage faible, j'arrive à faire de la maintenance de plus facilement que le premier schéma. Donc, l'une des qualités de logiciel à atteindre, c'est de faire en sorte que le couplage soit faible. Rendre le couplage le plus faible possible pour que la maintenance soit plus simple et la réutilisabilité soit simple aussi. D'accord? Donc, le deuxième aspect de la qualité de logiciel, il faut avoir une forte cohésion. Une forte cohésion, comment? Il faut que les éléments dans un module ou bien dans un composant, donc ici, le composant, on l'a pris comme exemple, c'est une classe, mais dans la réalité, ce n'est pas réellement une classe, c'est tout un composant qui comporte plusieurs classes, si vous voulez. Donc ici, si je prends mon module comme étant une classe ou bien une simple classe, on voit bien que, par exemple, ici, il n'y a pas une bonne cohésion. Pourquoi? Parce que ici, cette classe, ça concerne un compte bancaire. Donc, elle a un attribut qui est le solde. Et elle a des méthodes qui sont débiter le solde, créditer le solde, afficher un message de type string et tracer un cercle. Donc, si on parle en termes de compte bancaire, on voit bien que débiter solde, créditer solde se rapporte sémantiquement au solde qui est un des éléments du compte bancaire. Maintenant, afficher un message, tracer un cercle, on dirait que ça n'a rien à voir avec un compte bancaire. Donc, c'est une mauvaise cohésion. Donc, on a introduit des éléments dans le module ou bien dans la classe qui n'ont pas relation avec la sémantique de la classe. D'accord? Donc, ici, quand on fait ça, on n'a pas fait une bonne cohésion de notre classe. Donc, la bonne stratégie à faire, c'est d'éliminer tous les traitements qui ne se rapportent pas, les traitements et si vous voulez, les attributs qui ne se rapportent pas à la sémantique de la banque, du compte bancaire plutôt, afin d'obtenir une bonne cohésion des éléments qui sont à l'intérieur de ce module-là, ou bien de cette classe. Donc maintenant, on arrive à l'étape de l'implémentation, ou bien la programmation. Donc,
en entrée, qu'est-ce qu'on a? On a le cahier de charge, l'ensemble des spécifications et la conception, et on va essayer de programmer. Donc, on va programmer et on va définir à chaque étape de la programmation qu'est-ce qu'on doit utiliser comme test unitaire du code qu'on a programmé. Les tests unitaires, vous allez les voir dans le GL3. Donc, ce sont des tests qu'on peut appliquer sur chaque portion du programme pour pouvoir vérifier si la portion du programme ou bien du code, elle réalise bien ce qu'on voudrait avoir comme traitement. Donc, en sortie, on aura le code source, puisqu'on a programmé, et on aura un cahier qu'on appelle, dans lequel on décrit tous les tests unitaires et la documentation, bien sûr, de cette phase. Donc, la prochaine activité, c'est l'intégration. Donc, intégrer ce qu'on a eu. Donc, on a en entrée la conception, le code source et les tests d'intégration. Donc, on va essayer d'intégrer tout ça dans l'environnement de déploiement du futur logiciel. Donc, l'intégration, c'est quoi? C'est pouvoir agencer ou bien assembler le code et faire des tests d'intégration pour pouvoir vérifier est-ce que le logiciel qu'on a traité, qu'on a développé, s'intègre bien dans l'environnement dans lequel il va se déployer. Voilà, donc en sortie, on aura un rapport de test d'intégration. Voilà. Comme par exemple, on peut trouver un exemple. Je vous ai donné l'exemple de la gestion du personnel. S'il vous plaît, donc s'il vous plaît, donc je vais arrêter un petit instant pour une urgence et je reviens. D'accord? Voilà, donc je reviens. Donc, on avait dit, comme on imagine par exemple comme test d'intégration, supposons l'exemple que je vous ai donné, la gestion du personnel. La gestion du personnel, c'est un logiciel qui a pour but de suivre la carrière des employés d'une entreprise. Cette gestion du personnel, ou bien ce logiciel, doit travailler impérativement avec un autre logiciel qui est la gestion de la paye. Pourquoi? Parce que, regardez, lorsque une personne s'absente, donc on mentionne dans son dossier qu'elle s'est absentée tel et tel et tel jour sans justificatif, par exemple. Ensuite, son absence, il a un effet directement sur la paye. Parce que quand il s'est absenté sans justificatif, on doit lui enlever une somme d'argent de sa paye. Donc, cette information, elle doit parvenir au logiciel gestion de paye pour que la paye soit recalculée en conséquence. Par exemple, quand quelqu'un part en retraite, donc on doit avertir ou bien alerter le logiciel gestion de paye pour que la personne qui part en retraite, on va lui arrêter le calcul de sa paye. Donc, vous voyez bien que le logiciel gestion du personnel
doit s'intégrer impérativement dans l'environnement de son déploiement. Si l'environnement lui offre un autre logiciel tel que gestion de paye, il faut qu'on fasse que les deux communiquent d'une façon très fluide dans le cadre d'une entreprise. Voilà, donc il y a des tests d'intégration qu'il faudrait appliquer pour pouvoir intégrer justement ce logiciel dans son environnement. Le test d'intégration, ce n'est pas simplement entre de logiciel à logiciel. Ça peut être dans le logiciel lui-même. Supposons on avait déjà développé une partie du logiciel qui fonctionne correctement. Donc, les gens de l'entreprise l'utilisent sans aucun problème. Et puis là, ce logiciel, on l'a complété avec d'autres nouveaux modules. Donc, les nouveaux modules qui viennent compléter l'ancienne version du logiciel doivent s'intégrer de façon fluide dans l'ancienne version du logiciel. Ça veut dire si les nouveaux modules communiquent avec des modules déjà établis, donc on va faire en sorte de faire l'intégration pour que cette communication se fasse de façon flexible. Donc, une sixième étape, c'est la validation. C'est ce qu'on appelle validation ou bien valider le logiciel. Donc, valider à travers, on va utiliser des tests pour cela. Donc, on va déployer avec des jeux d'essai ou bien des données réelles de l'entreprise pour vérifier que le logiciel fait exactement ce qu'on a prévu pour lui et qu'on a obtenu le bon logiciel que le client nous a demandé. Donc, voilà, donc on va pour cela dérouler tous les tests d'intégration, bien tests des fonctionnalités, etc. Au bout du compte, on obtient en sortie un rapport de test de validation du logiciel mis en place. Et la dernière étape, vous voyez bien, pas la dernière étape, mais cette étape, elle constitue une grande partie du cycle de vie du logiciel. Parce que vous vous souvenez la dernière fois, lorsque je vous ai tracé sur le tableau, il y a une ligne droite. Donc, dans cette ligne droite, on l'a partagée à peu près à 20%, 80%. Donc, les 20%, c'est l'étape du développement du logiciel, son intégration, sa mise en place, etc. Ensuite, lorsqu'on commence à déployer le logiciel, on l'utilise. Donc, tout le long de son utilisation, c'est l'étape de maintenance. Parce que tout le long de son cycle de vie qui reste, on va déployer juste une étape qui est ou bien l'activité de maintenance. On avait vu la dernière fois, donc rapidement, que la maintenance, il y avait 4 catégories, correctif, adaptatif, perfectif et préventif. Correctif, c'est lorsqu'il s'agit de corriger des bugs, par exemple. Adaptatif, lorsqu'il y a lieu d'adapter le logiciel au nouveau environnement. Par exemple, si je change de système d'exploitation, si je change de matériel, il faut adapter le logiciel à cet nouvel environnement, à ce nouveau environnement. Perfective, lorsque j'apporte des mises à jour, donc je supprime, je modifie, j'améliore, etc. Donc, je suis en train de perfectionner le logiciel. Préventive, c'est au moment de développer initialement le logiciel, je prévois des scénarios d'erreurs futures, donc, et je fais en sorte de faire une maintenance préventive, donc, afin de les éviter plus tard. Voilà, en sortie, j'aurai le résultat de cette maintenance, logiciel corrigé, mis à jour et documents corrigés, bien sûr. Voilà, donc le petit schéma. Donc, cet exercice-là, on le reprend dans le TD. Voilà, donc sur ce, donc, je clôture le cours de cycle de vie. Donc, le prochain cours, on va parler des modèles de cycle de vie. Donc, toutes ces étapes, elles sont communes à tous les modèles. Donc, on va décrire un certain nombre de modèles et toutes ces étapes, on va plus ou moins les utiliser dans ces modèles-là. Voilà, donc si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous m'entendez au moins? Oui, bien sûr. Oui, madame. Oui, madame. Il n'y a pas de questions? Donc, les cycles de vie, c'est quoi? Ce sont les différentes phases par lesquelles on doit passer pour réaliser un logiciel. Maintenant, dans la réalité, il y a des modèles. Il y a des modèles de développement. Donc, chaque modèle, si vous voulez, chaque type de modèle, il admet dans sa description toutes ces étapes. Par exemple, si je prends le modèle en cascade,
je trouve bien l'étape de faisabilité, conception architecturale et détaillée. Je trouve bien l'étape de codage, l'étape d'intégration, de test, etc. Maintenance, etc. Si je prends par exemple le modèle de développement en V, donc je reprends aussi ces étapes. Faisabilité, codage, conception, etc. Donc, je prends par exemple le modèle en spirale. Dans le modèle en spirale, je trouve aussi ces étapes de développement. Donc, finalement, ces étapes de développement qu'on appelle le cycle de vie du logiciel, ils sont repris dans tous les modèles. Mais les modèles, leur manière de se faire est un petit peu différente d'un modèle à un autre. C'est ce qu'on va voir dans le cours qui suit. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, donc j'arrête le cours. Donc, je vous donne une petite pause de 10 minutes et on reprend pour le TD. TD qui est très simple. Déjà, dans l'exercice numéro 2, on l'a déjà un petit peu vu à travers les différentes maintenances qu'on vient juste de citer. Préventive, corrective, perspective, adaptative. Et il y a un premier exercice où il y a lieu simplement de discuter sur la façon de faire pour solutionner une problématique. Donc, pas de questions. Oui. Oui, on peut le faire dans ce lien directement. C'est pas le peine de se connecter vers le deuxième lien. Mais je vous donne quand même une petite pause de 10 minutes parce que le TD, il sera très, très, très rapide. Je vous donne une petite pause de 10 minutes. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr. Donc, une pause de 10 minutes, maximum 15. Donc, et on reprend le TD pour traiter un exercice. D'accord? Donc, à tout à l'heure.